Obama, le président américain, est arrivé vendredi soir au Kenya. Il a été accueilli par son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. L'ex-chef d'État Hissène Habré dans son quartier au Sénégal était le voisin idéal. Ses voisins prient pour sa libération alors qu'il est jugé à Dakar pour crime contre l'humanité. En Afrique du Sud, 6 000 emplois ont été supprimés dans les mines de platine du géant Lomé, un nouveau coup dur pour l'économie sud-africaine. C'était là les principaux titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Au Sénégal, dans son quartier où il a trouvé refuge, Hissène Habré était le voisin idéal, assidu à la mosquée du quartier, aidant les démunis et l'équipe de foot. À Ouakam, près de Dakar, où il est jugé pour crime contre l'humanité dans son pays, on prie pour la libération du président tchadien déchu Hissène Habré. Nous avons prié pour que Hissène Habré soit libre et nous allons continuer à le faire, clame Youssou Ndoye, un chef coutumier des Lébou, une des plus anciennes communautés de Dakar. Le renvoi du procès le mardi dernier est une victoire pour Habré et tous les Wakamois. Dans ce quartier populeux de pêcheurs aux ruelles débouchant sur des constructions anarchiques, une route bitumée mène chez les Habré, une maison à la devanture et à la cour fleurie. Les portes sont closes et un gardien interdit d'y entrer ou de filmer l'intérieur. Hissène Habré est très bien. Hissène Habré est un gars, un musulman qui est tellement bien, qui aime beaucoup son pays. Tu peux rester pendant 1 heure de temps avec lui et parler de son pays pendant 45 minutes ou 50 minutes. Ça, je le sais. Je peux le jurer. J'ai vécu ça avec lui pendant combien de temps? Hissène aime aider les gens. Hissène veut que tout le monde soit en paix. Hissène aime mon village comme il aime son pays. Cette image paisible contraste avec les 40 000 morts de la répression sous son régime, selon les estimations d'une commission d'enquête tchadienne. L'argent qu'il a emporté dans sa fuite, 8 milliards de francs CFA de l'époque, ont affirmé mercredi les ministres tchadiens de la Justice et de la Communication, soit l'équivalent de 25 millions d'euros, lui ont permis, selon les organisations de défense des droits de l'homme, de se tisser un puissant réseau de protection au Sénégal. Le président américain Barack Obama est arrivé ce vendredi soir au Kenya pour une visite inédite et sous haute sécurité. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Au cours de son séjour, Barack Obama doit participer au sommet mondial sur l'entrepreneuriat à Nairobi. Après le Kenya, le président américain se rendra en Éthiopie, siège de l'Union africaine. En Centrafrique, les centaines de milliers de réfugiés résidant dans des pays voisins pourront exprimer leur suffrage lors du scrutin d'octobre prochain. Ce revirement de situation en leur faveur, ils le doivent à une récente décision de la Cour constitutionnelle. Plus de précisions à travers cet élément. La non-prise en compte du droit de vote des Centrafricains déplacés et réfugiés est une violation de la charte constitutionnelle qui garantit à chaque citoyen centrafricain le droit de vote. C'est la substance de la très attendue décision de la Cour constitutionnelle qui, de fait, vient ainsi de rétablir les réfugiés en âge de voter dans leurs droits. Le 30 juin, le CNT, le Conseil national de transition faisant office de parlement provisoire, les en avait privés par le rejet des dispositions du projet de loi électorale leur permettant d'exprimer leur suffrage. Les décisions de la Cour s'imposant à toute autorité administrative et juridictionnelle, le CNT va devoir, les jours à venir, revoit sa copie. Actuellement, ils sont 460 000 les réfugiés centrafricains, soit le 1/10 de la population installée, principalement au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et au Congo, et sont éligibles environ 190 000 d'entre eux. En visite à Bangui, dans le cadre d'une tournée en Afrique, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a aussi abondé dans le même sens que la Cour en abordant la question du vote des réfugiés avec la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. L'hôte français a en outre annoncé une nouvelle aide de son pays de 2 millions d'euros
pour l'organisation des dites élections. Des élections prévues pour se tenir le 18 octobre après 2 reports successifs. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été réélu sans surprise ce vendredi dès le premier tour avec plus de 69% des voix. Il peut donc ainsi entamer un 3e mandat controversé après 3 mois de crise politique déclenchée justement par sa candidature. La participation s'est élevée à 73,44% selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, alors qu'observateurs et journalistes avaient constaté une affluence relativement moyenne dans les bureaux de vote. Pierre Nkurunziza, élu en 2005 et déjà réélu en 2010, a obtenu 69,41% des suffrages exprimés lors du scrutin qui s'est déroulé mardi au Burundi, selon les résultats proclamés par Pierre Claver Ndayikariye, président de la CENI. Cette victoire au premier tour de Nkurunziza était largement attendue, l'opposition ayant appelé au boycott du scrutin. Le chef de l'État l'emporte dans 16 des 18 provinces du pays, notamment à Bujumbura, qui lui est traditionnellement hostile, mais où votaient de nombreux militaires et policiers déployés dans la capitale le jour du vote. Principal opposant, Agathon Rwasa, qui représentait la coalition d'opposition des indépendants de l'Espoir, arrive en 2e position avec 18,99% des suffrages. Il l'emporte d'une courte tête dans les provinces du Bujumbura rural, son fief traditionnel, et de Rumonge dans le sud-est. La communauté internationale estimait que le climat d'intimidation et de violence politique, ainsi que l'absence de médias privés au Burundi, ne permettaient pas des élections crédibles. Les principaux partenaires du pays ont gelé une partie de leur programme et menacé de couper toute aide au Burundi, l'une des 10 nations les moins développées au monde, extrêmement tributaires de l'aide internationale. Quant aux élus communaux, ils étaient appelés aux urnes ce vendredi pour élire les représentants du Sénat. En bref et en image, rendons-nous au Cameroun où la mesure d'interdiction du port du voile intégral est étendue aux régions de l'Est et du littoral. L'objectif est de prévenir le risque d'attentat dans le pays, surtout après l'attaque suicide qui a fait 13 morts et 31 blessés mercredi. La semaine dernière déjà, cette mesure avait été mise en vigueur dans l'extrême nord, la région frontalière du Nigeria, en proie aux islamistes de Boko Haram. Par ailleurs, les mesures sécuritaires ont été renforcées sur tout le territoire camerounais, notamment sur les axes routiers menant aux principales villes comme Yaoundé et Douala. En Afrique du Sud, 6 000 emplois ont été supprimés dans les mines de platine du géant Lomé, un nouveau coup dur pour l'économie sud-africaine en panne de croissance et incapable de résorber un chômage frappant d'un plus d'un quart des actifs. Nouveau coup dur pour l'économie sud-africaine. Les licenciements résultent de la fermeture de 2 puits de la compagnie minière Lomen, confrontée à la chute des cours des matières premières. Une situation qui coûtera extrêmement cher à l'Afrique du Sud, déjà sujette à un taux de chômage élevé. La tragédie, bien sûr, c'est que nous perdons 6 000 employés, directement ou indirectement, chez les sous-traitants. Mais souvenez-vous qu'en Afrique du Sud, 5 à 6 personnes en moyenne dépendent de chaque travailleur, parfois plus, à cause notamment de la prévalence du sida. Certains employés s'occupent aussi de leurs cousins ou neveux. Les conséquences sociales sont considérables mais inévitables. J'en ai peur. L'Afrique du Sud fait face à des coupures d'électricité récurrentes depuis décembre, faute d'une production suffisante et d'une croissance au premier trimestre de l'année. Une situation qui oblige la Banque centrale à revoir ses prévisions à la baisse pour 2015 et 2016, respectivement à 2% et 2,1%, alors qu'il faudrait au pays une croissance de 5 à 7% pour résorber son chômage chronique. Le Niger, à présent, le mouvement national pour la société de développement, principal parti de l'opposition, est toujours dans l'incertitude quant à sa participation aux prochaines élections générales. La Cour d'appel de Niamey a annulé l'exclusion des dissidents qui ont apporté leur soutien au président de la République et à sa majorité. Le feuilleton judiciaire se poursuit donc au sein de ce parti, alors que les élections approchent. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou.
Le feuilleton judiciaire se poursuit pour le Mouvement national pour la société de développement MNSD Nasara, principal parti de l'opposition nigérienne. La Cour d'appel de Niamey vient de rejeter la décision d'exclusion de certains militants du parti qui ont rejoint le gouvernement en 2013. Ils ont été chassés par le congrès du parti de novembre 2014, présidé par Seynou Oumarou, chef de file de l'opposition. Les exclus retrouvent ainsi leur statut de militants et peuvent désormais parler et agir au nom du MNSD Nasara. La justice vient de confirmer que nous sommes MNSD et on ne peut que s'en réjouir. Le droit a été dit. Et nous demandons à nos camarades de respecter la décision, qu'ils viennent et qu'on travaille main dans la main. Cette décision de la Cour d'appel de Niamey de réhabiliter les indésirables du MNSD Nasara est un non-événement, dira un membre du bureau politique. C'est un événement. La Cour a été récusée, le président de la Cour a été récusé, malgré la récusation et malgré le fait que la Cour de cassation a pris le dossier en main. Il a outrepassé la hiérarchie pour permettre à la Cour de rendre un jugement. Maintenant, c'est une affaire interne. Je crois qu'il faut laisser à la justice de régler ça en elle-même. Et ça dénote l'environnement nigérien, l'environnement judiciaire nigérien dans lequel nous sommes. Si c'est le désordre qu'on met pour ce pays, on y va. Dans les rangs des militants du parti, c'est l'incertitude totale quant à la participation du parti et de son président aux prochaines élections générales. La procédure judiciaire risque de prendre du temps alors qu'on s'approche de l'échéance et donc du dépôt de candidature. L'Agence européenne du médicament a donné ce vendredi un avis positif au vaccin expérimental le plus avancé au monde contre le paludisme. Ce vaccin baptisé RTSS ou Mosquirix est un chef-d'œuvre du géant pharmaceutique britannique GSK. Reportage. Mosquirix, le vaccin destiné aux enfants en bas âge, franchit ainsi une des dernières étapes avant sa commercialisation, mais il faudra encore les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé avant une éventuelle diffusion, notamment en Afrique. Une étude test sur plusieurs années publiée en avril avait montré que le vaccin offrait aux jeunes enfants une protection limitée et moindre encore pour les bébés, mais pourrait néanmoins protéger des millions de petits exposés aux parasites. Son efficacité reste modeste et décroît avec le temps, mais c'est actuellement, selon les auteurs de l'étude, le vaccin expérimental le plus prometteur contre le paludisme qui tue en moyenne chaque jour 1200 enfants en Afrique subsaharienne. Le vaccin est destiné à immuniser les enfants âgés entre 6 semaines et 17 mois contre le paludisme et l'hépatite B. Après des décennies de recherche sur la vaccination contre le paludisme, Mosquirix est le premier vaccin contre la maladie à être évalué par une autorité de régulation. L'essai portait sur un groupe de bébés de 6 à 12 semaines et un autre de petits âgés de 5 à 17 mois sur un échantillon total de près de 15 500 enfants de 7 pays africains, le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, le Kenya, Malawi, Mozambique et la Tanzanie. Notons que, chez les enfants qui ont reçu une dose de rappel, le nombre de simples épisodes cliniques de paludisme après 4 ans a été réduit d'un peu plus d'un tiers. Sans dose de rappel, le vaccin n'a pas démontré d'efficacité significative contre le paludisme sévère dans ce groupe d'âge. Le paludisme dû au plasmodium transmis par des moustiques a tué 584 000 personnes dans le monde en 2013, essentiellement en Afrique selon l'OMS. Les enfants de moins de 5 ans représentent au moins les 3/4 de ces décès. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.